Salut YouTube, ça va? On va parler humour. Oui, c'est mon truc du moment. J'ai envie de parler d'humour. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager. L'humour, alors oui, j'en ai peu, mais je sais l'analyser. Je sais ce qui est drôle ou pas drôle. Genre un prout, qu'est-ce que c'est drôle. Le nazisme, c'est pas drôle. Ça, c'est vraiment pas drôle. Après, un nazi habillé en clown, là je commence à esquisser un sourire. Ou un prout de nazi, ça aussi c'est drôle. Ça, pour détendre l'atmosphère, c'est pas mal. Mais attention au gaz et nazi, on va faire gaffe. Allez, on va regarder une vidéo qui analyse les humoristes et qui s'appelle « Pourquoi les humoristes humilient leur public ?» C'est de Adam Bros. Je connais pas trop Adam Bros, j'ai pas beaucoup regardé. J'ai même pratiquement jamais regardé. Le chat me dit que c'est un peu beauf, Adam Bros. C'est pas très malin et tout. Moi, j'avoue que je suis un peu inquiet par ce décor-là. C'est mon cas, t'as les Avengers en fond, c'est pas possible. Et quand ta bibliothèque est composée davantage de jeux vidéo que de livres, comme les vrais intellectuels comme moi, bah moi je te méprise. Non, je rigole, je joue aux jeux vidéo, je m'en fous. Donc on va regarder pourquoi les humoristes humilient leur public. J'imagine que c'est sur la tendance depuis une dizaine d'années, même si j'ai l'impression que c'est en train de s'essouffler petit à petit, de ces humoristes qui parlent à leur public juste pour les insulter. Tu vois, par exemple, Redouane, comment il s'appelle lui déjà? Redouane, je sais plus quoi, ou hey, tu fais quoi dans la vie? Fils de pute! Oh grosse pute! Et ta mère est une pute! Et t'es venu avec ta pute! Moi, ça me fait pas rire. Par contre, t'en as Bougueraba. Voilà, Bougueraba, merci beaucoup. Vraiment, moi, ça me fait pas rire. Et je trouve ça tellement facile. Par contre, s'il y en a un qui est très fort dans ce domaine, c'est Ella Tracy. Alors là, lui, qu'est-ce que... Lui, c'est fort. Lui, c'est fort parce que c'est pas que des insultes, quoi. C'est vraiment... il innove, il y a vraiment un truc d'impro. Mais on va voir ce qu'il a à nous dire sur ce phénomène des gens qui communiquent avec leur public. C'est parti. On met en 1,25 parce que quand même, je suis pas non plus masochiste, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, c'est parti. Il y a 2 semaines, cet extrait d'un humoriste canadien sur scène a fait le tour des réseaux sociaux. Are you triggered? Perfect. Ah merde, la scène. Bah oui, la scène. J'ai oublié la scène. J'ai oublié la scène. Alors, déjà, il nous met pas les... Are you triggered? Need some freedom of speech. Make sure this. Donc là, en gros, il lui dit, ah, t'es trigger, comment on pourrait traduire trigger? Ah, lui, je l'ai vu. Il est juste nul. Genre, t'es blessé? T'es blessé par ce que j'ai dit? Ah bah tant mieux, je suis pour la liberté d'expression. Ouais, t'as le seum. Oh, la pauvre Miskina. Oh, mais c'est horrible de faire ça. Mais c'est pas drôle. Mais ça, c'est du bully, ça. C'est horrible. La pauvre, ça me fait trop de peine. Elle vient tranquille voir un public qui l'hume. Oh. Et les gens qui rigolent, on dirait une cour de récré, là, genre humilier quelqu'un. Lors d'un show de stand-up, il prend à partie une femme dans le public qui ne rigole pas à ses blagues. Il se met alors à se moquer d'elle et à l'humilier pendant... Parce qu'en plus, je veux dire, en fait, ça m'énerve. Il y a quelqu'un qui rigole pas à tes blagues, il s'énerve sur lui. Frère, c'est juste, bah, tu l'as pas fait rire, c'est tout. Et les gens ont le droit de pas rire à tes blagues. C'est quoi ce truc de fou? Et plutôt que de se remettre en question, il va remettre en question la personne qui rigole pas, frère. Plusieurs minutes. C'est une énorme merde droit tardé, lui. Ok, c'est même pas un humoriste qui vanne son public, c'est un mec qui a pris le seum et qui l'attaque car elle rit pas. La femme en question ne réagit toujours pas, hormis son air gêné. And I think you will. You got them tits out. Les nénés! Et les nénés! Il a parlé des nénés! Oh, les seins! Go to King Street. Mais en plus, c'est bon. Mais va sur autre chose, c'est bon. Elle ne rigole pas. Laisse-la tranquille. Mais cette vidéo, elle est extraordinaire parce que tu vois, le mec se fout de sa gueule, mais tu vois que le gars qui est en insécurité, c'est l'humoriste là. C'est lui qui est en insécurité. Il est tellement en insécurité qu'on est pari à sa blague qu'il se dit, je vais me la faire. Voilà, je vais me la faire. Voilà, c'est fou quand même. On the 80th floor of some building with a bunch of Ouais, elle ne rit pas à mes blagues, je vais me moquer d'elle. Elle va bien voir pourquoi on rigole pas à mes blagues. Arab dudes and no thing. Et il y a des chances pour que vous aussi, vous soyez gêné devant cette séquence. Pourtant, elle a été postée par l'humoriste lui-même. Ah ouais, oh là là, c'est le nulos quoi. Il s'en sert comme outil de promotion. Et il n'est pas le seul. En France, on observe un phénomène similaire. Après, alors attendez, parce que là je parlais de Redouane Bougueraba, c'est pas ça, Redouane Bougueraba, parce que le public, là, il faut quand même dire quelque chose, c'est que le public ça le fait rire. Je veux dire, je pense qu'il n'est pas du tout à genre, ouais, les gens rient, ils rigolent avec eux. Moi je trouve ça un peu facile, fils de pute, tu vois. Bon. Mais il y a une complicité entre les deux, ça les fait marrer. Là, c'est vraiment, il l'a bully de ouf, quoi. Moi, j'ai dit la vidéo qui a montré rien à voir avec son titre. Quoi? Ce qui semble être clairement un moment d'humiliation d'une personne du public est devenu un argument de vente pour certains stand-uppers. Et surtout, qu'est-ce que ça dit au global de la pratique du stand-up aujourd'hui? Karen aussi, c'est souvent plus bienveillant. Ben oui, non, mais après, les gens, le truc, c'est que ça marche de ouf. L'interaction avec le public, c'est super efficace parce qu'il y a de l'impro et après, tu as de l'impro un peu...
C'est-à-dire les gens, l'impro, c'est-à-dire quand tu fais 300 scènes, tu fais 100 scènes, tu sais à peu près les trucs qui vont faire rire, tu connais un peu les bonnes répliques, les bonnes réponses et tout, mais t'as quand même de l'impro. Et le public, je veux dire, t'adores ça, quand il y a un peu une interaction, qu'il y a un échange, un tac au tac, c'est marrant. Et en plus, quand le gars du public sait répondre aussi, c'est encore mieux, tu vois. Mais oui, il faut de la bienveillance. Oula, il va nous faire l'histoire du stand-up là? On n'a jamais parlé du stand-up. Oui, t'es à 350 toi. Non, alors pas, je suis à 347, mais j'arrondis à 350. Mais ouais, 347. Sur ma chaîne, hormis la vidéo sur Kev Adams, donc je me dis que ça peut être pas mal de commencer d'abord par situer un peu la pratique. Surtout que, bon, vous vous en doutez, ça nous donnera des clés de compréhension. Les gens qui répondent aux impros, moi ça me saoule. Bah en fait, faut pas trop. Non, ce qui veut dire quand t'es en impro, c'est normal que le gars réponde. Tu vois, c'est un moment où le public peut répondre. Par contre, t'as parfois. C'est ce que s'était plaint Jamel Debbouze à l'époque, et je le comprends. C'est que parfois t'as le public qui est trop relou à vouloir prendre la place de l'humoriste et pas arrêter de parler. Genre il fait une blague, mais vraiment il est dans son sketch. Et c'était ça. Regardez les trucs de Jamel Debbouze à l'époque, t'avais beaucoup ça. Et ils interviennent dans le truc. T'es en mode, mais ferme ta gueule, là, c'est pas le moment d'échanger. Laisse l'artiste faire son truc. Oh dedans, oh je t'aime, oh dedans. Et t'avais Jamel qui disait, mais en fait, y a pas ça avec dans d'autres scènes, quoi. Oh là 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 là. Oui, il y a des gens qui veulent faire des scènes. Oui, c'est bon, mais laisse-le faire. De ce qu'on voit actuellement. Comme pour tout, c'est impossible de dire véritablement l'origine précise du stand-up. C'est un art hérité des divertissements populaires du 19e siècle. Ok, bon, il va nous rusher l'histoire du stand-up. C'est impossible de faire le truc du stand-up. Certains citent Mark Twain et son spectacle of the Sandwich Islands. Il faut aussi s'intéresser au vaudeville, ces spectacles itinérants qui proposaient souvent plusieurs actes différents. En fait, entre deux changements de décor, le rideau était fermé et une personne devant, du coup, ce rideau, simplement dotée d'un micro, devait alors occuper le public pendant une dizaine de minutes et donc faisait souvent toutes sortes de gags. Ensuite, à partir de la prohibition, ces humoristes sont allés se produire dans les boîtes de nuit de la mafia parce que le cinéma avait tout simplement fini par remplacer petit à petit le théâtre itinérant. Le stand-up naît donc Oui. dans des zones de non-droit relatif. On vient déjà consommer ce qui est interdit. Les comédiens de l'époque, alors, souvent issus de l'immigration, utilisent des archétypes ethniques. Le juif, l'italien, l'écossais. Il fallait transformer son identité en produit de consommation rapide et du coup, le plus souvent basé. Le stand-up, t'avais des ménestrels déjà. Ouais, non, mais je pensais pas qu'il allait faire l'histoire du stand-up. En plus, ça m'a l'air très courte. Il est obligé de rusher pour parler de l'humiliation, quoi. Mais ok, bon, j'ai jamais étudié l'histoire du stand-up, donc pourquoi pas, à la rigueur. Mais oui, j'imagine que c'est un art populaire où t'as davantage les classes populaires et les personnes issues de l'immigration qui vont percer dans cet art, quoi. La maîtrise de la joute verbale, mais je pense que quand t'as pas trop d'armes, l'une de tes armes, c'est... Mais il aurait fallu faire ça avec votre analyste d'humour préféré, Adrien Desnouettes. Il vous manque Adrien Desnouettes? Ah, le nombre de retours que j'ai en mode... il a été détestable sur l'émission cinéma. Celui que j'ai moins aimé, c'est Adrien Desnouettes. Et quel plaisir. Quel plaisir. J'adore. Je l'adore. Je pense toujours à lui. Je l'aime trop, moi, les gens. Vu les réactions qu'il suscite, je l'aime trop. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est un poulet de l'avoir sur scène. C'est un poulet. Sur le stéréotype ou le slapstick. Pourtant, sous cette apparence un peu chaotique, le stand-up est avant tout une discipline d'ingénierie narrative. En fait, chaque passage est un assemblage de segments autonomes, travaillés et retravaillés, qui s'imbriquent ensemble pour former un tout le plus cohérent possible. Tu peux revenir sur les gens qui humilient les gens sur scène, s'il te plaît, là Ok. C'est un tout qui... Ce qui va donner un passage d'une dizaine de minutes, de 7 minutes parfois, d'une vingtaine de minutes, ou carrément un spectacle tout entier. Un point de rupture dans l'éclosion du stand-up en tant que pratique, c'est sans doute l'émergence de Lenny Bruce, un des premiers noms reconnus. Il y a un film, c'est Marie qui m'avait fait découvrir le film sur Lenny Bruce, il est vraiment cool, hein. Lenny Bruce, les gens, c'est vraiment un humoriste qui a marqué la scène aux États-Unis et c'était un gueudin. Et c'est vraiment l'humoriste, comment dire, subversif. En mode, il va dire tous les trucs interdits, il va les dire sur scène, mais il est devenu de plus en plus parano. Il faut savoir qu'il a été arrêté sur scène, hein, Lenny Bruce. Lenny Bruce. Je veux dire, il y a la police qui intervenait, notamment pour les fucks, pour les propos, et parfois il prenait son journal, il lisait les news, il est devenu complètement malade, mais ça s'appelle comment le film? Comment il s'appelle le film de Lenny Bruce? Lenny de Bob Fosse, merci beaucoup, merci. Bon, allez voir le film, il est vraiment cool. Alors lui, pour le coup, il était dans un style ultra provocateur, il va vraiment perfectionner l'obscénité comme humour. Et c'est un juif. Et je dis ça parce qu'il fait beaucoup d'humour autour de ça, de l'antisémitisme et tout, donc c'est cool. Hein. Les juifs et l'humour aussi, très intéressant. D'humour juif. Mais je pense que tu développes un humour à partir du moment où tu es persécuté.
C'est vrai en plus. Et les blancs, quand ils font de l'humour, ils font comment il s'appelle l'autre là qui joue la grosse victime là. Voilà. Au point même d'ailleurs de se faire arrêter pour ces raisons. Aujourd'hui, on est plus drôle. Il y a qui comme juif drôle aujourd'hui? Il y a qui comme humoriste juif drôle? Ah, Gad Elmaleh, moi je vous avoue que j'ai toujours de la compassion, j'ai toujours de l'empathie pour Gad Elmaleh. Je trouve qu'on a été extrêmement sévère à l'égard de Gad Elmaleh. Moi j'aime toujours bien, je sais pas, il y a une forme de nostalgie. C'était mon goat. Il est juif, Haroun? Je savais pas qu'il était juif, Haroun. Marie s'infiltre, non. Jean Lassalle. Qu'est-ce que tu racontes? Théma, les juifs humoristes aujourd'hui. Tu vois? J'avais rencontré sur Inch'Allah.com. Et j'ai mis un petit froid avec Inch'Allah.com, j'ai l'impression. Il y a des Arabes ce soir? Ah, on est entre nous, putain, ça fait du bien. Ouh, enfin! Enfin la Gaule! Ah, ça fait du bien Bordeaux, putain, parce que Paris est joué dans des couscoussières, j'en ai ras-le-bol. Alors... C'est pas très drôle. En plus, moi, vous savez que l'humour raciste, ça me dérange pas. Hein. Moi, l'humour raciste, un petit peu l'humour, mais là, c'est pas drôle, quoi. Le couscoussière, ah non, mais un peu... Sois raciste avec imagination. Il fait-moi rire! Fais-moi rire! Il est mauvais, du coup, c'est juste raciste. Oui, oui. Oh là là, le rire forcé sur ta vanne, le rire forcé. Couscoussière, j'en ai ras-le-bol. Alors... Tu fais rire la couscoussière. France Inter, CNews, on sait pas où il va. Il est... N'applaudis pas, par contre, ça c'est grave. Non, mais Inch'Allah.com, c'est une vraie plateforme de rencontres musulmanes. Vous pouvez vérifier en sortant du spectacle. Hein. Leur slogan, c'est gardez vos valeurs jusqu'au mariage, Inch'Allah. Bon, y a rien de drôle. C'est quoi ce qui est drôle là-dedans? Je suis inscrit alors que je suis juif. Hein. Mais ça, c'est notre truc. Hein. Dès qu'on peut gratter du territoire. Là, la vanne, ça va, ça va. Là, la vanne, ça va. N'applaudissez pas, antisémite! Après, je sais pas s'il est sérieux ou pas. Mais là, c'est drôle. Là, c'est drôle. Antisémite! Antisémite! En plus, une pote à moi, elle m'a dit non, mais Alex, ça c'est leur plateforme. Pour l'instant. N'en dis pas plus, ça m'excite. En vrai, ça pourrait être drôle, mais il est trop. Il y a 2-3 trucs, c'est intéressant, mais. Ouh, je bande de Gaza. Oh. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Déjà, ça aurait pu être pire. Sincèrement, ça aurait pu être pire. Oui, c'est vulgaire, quoi. Mais il n'y a pas la suite, ça s'arrête là. Danny trouvait aussi un peu drôle et après il a voulu mater tout le spectacle et c'était une catastrophe. Oui, j'imagine. En fait, t'as aussi, je ne connais pas ses intentions. Je connais pas ses intentions, mais tu veux dire, je bande de Gaza, à la rigueur, ça dépend de qui tu es, ça peut me faire rire. C'est pas le plus malin, c'est pas le plus fin, mais bon. Ce qui va aussi évidemment participer à sa légende. That's why I got arrested so many times. I do my act at perhaps 11 o'clock at night, 11 a.m. the next morning. There's another guy doing my act who's introduced as Lenny Bruce in substance. A peace officer watches him work and they go, that stinks. Le stand-up est donc l'art de la spontanéité, mais aussi de la transgression. Et contrairement au cinéma ou à la télévision, qui était prisonnier d'infrastructures lourdes et aussi de censeurs, le stand-up... C'est qui votre stand-upper le plus transgressif maintenant? On est d'accord que c'est El Atrassi. Celui qui est le plus dans la transgression et tout. Celui qui me dit Dieudonné, je le tape. Franjo. Je pense que les gens ne vous rendez pas compte de ce que c'est le stand-up et comment c'est dur le stand-up. C'est-à-dire, les gens, faire des blagues devant Twitch et faire des blagues sur scène, c'est un autre monde. Vous vous rendez pas compte, c'est un autre monde. Hakim Omiri, je l'ai pas vu en stand-up. Je sais pas, est-ce qu'il est aussi transgressif en stand-up qu'il est sur la riposte? Mais en plus... Ouais, bah si, il est transgressif, parce que je veux dire, il est pas tant transgressif que ça, mais si, vu les... Si. Dava, en vrai, bah je suis un petit peu déçu de les trucs de Canal+ de Dava. Je sais pas, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché, mais les stand-up les spectacles de Dava sont extrêmement drôles, mais leur sketch sur Canal+, c'est un peu nul. C'est pas extraordinaire. Lui est une technologie légère. Il y a un homme, un micro, un fil, et donc... Encore plus à cette époque, c'est vraiment le seul média pour contourner les verrous institutionnels, pour livrer... Malik Bentala, je suis allé voir son sketch sur la scène. Et sur scène, il parlait de la Palestine et ses bails avec Canal, c'était pas mal. Faudrait que j'aille voir, il s'est bien rattrapé, hein. Malik Bentala, il s'est bien rattrapé, hein. Moi j'aime beaucoup. Une pensée non filtrée directement du cerveau de l'artiste au spectateur. Mais tout ça, c'est d'abord outre-Atlantique. Comme d'habitude, en France, ça met un peu plus de temps à venir. L'humour existe déjà bien sûr, mais il va connaître petit à petit la transformation. À partir des années 1960, le seul en scène est déjà une extension du théâtre. En gros, l'artiste entrait en scène pour... Ouais, le spectacle de Desproges, je suis un grand fan de Desproges, mais c'est pas un spectacle qui est hilarant. C'est drôle, mais c'est drôle en mode, t'es comme ça. Mais tu exploses pas de rire. Mais j'adore, hein. J'adore Desproges et tout, mais c'est pas le stand-up tel qu'on le voit aujourd'hui, quoi. Convoquer plutôt des imaginaires. C'était l'ère du sketch de personnages. Et oui, bah en gros, oui, t'as plus le côté, oui, sketch, mais après, par exemple, Dieudonné,
Je trouve que Dieudonné, il arrivait à faire les deux, quoi. Et je trouve que j'aimerais bien qu'on renoue avec un peu ça. J'en ai un peu marre, moi, du stand-up, je vous avoue. Hein. J'en ai un peu marre et je trouve que ça serait bien aussi de renouer un peu avec... Mais Dieudonné, en fait, quand il faisait des personnages, il n'avait pas besoin de grand-chose. Hein. Au pire, il mettait une perruque. Bah, Dieudonné, il y avait un peu les deux, MK. Il y avait des séances de stand-up avec des sketchs. Mais par exemple, allez, le sketch de Dieudonné sur les pygmées. Stand-up ou pas stand-up? Ah, il fait personnage. Mais je trouve que moi, ça me manque un petit peu ce genre de truc. Ça me manque un petit peu. Que juste raconter sa vie, moi, ça me saoule. À l'époque, on riait de l'autre, de cet archétype. Le douanier, la bourgeoise. T'as des exemples de trucs qui t'ont fait exploser de rire? Bah lui. Bah tiens. Ah là là. Eli Kaku, mais j'ai pleuré. Mais c'est trop, quoi. Le prof... Madame Serfati, non mais Eli Kaku, c'est du génie, quoi. Mais même ces spectacles, les gens, c'est trop fort. Que l'humoriste incarnait derrière une forme de Mais vous êtes juif. Le sketch de vous êtes juif. Fortuné. Un cube. protection rassurante d'un costume ou d'un accent. C'est plutôt la génération de Coluche, voire même d'Eli Kaku. Oui, je sais, j'ai l'air un peu con. Ah, mais Coluche aussi. Non, mais génie. Mais le costume, il est pour beaucoup. Hein. La tenue, il est pour beaucoup. Non, mais l'uniforme, il est pour beaucoup. Hein, parce que ma femme me dit toujours sans réfléchir. Ah bah, mais non, j'aurais réfléchi, j'aurais pas signé. J'adore, je connais par cœur. Elle me dit. Vous avez parlé de ce qui s'est passé chez la Riposte. Genaya, j'ai vu que, très vite, petite parenthèse, il y a Hakim Omiri, je sais pas si vous avez vu, qui a été, il y a quelqu'un de, pas Némésis, mais Nous Vivrons, collectif Nous Vivrons, qui est venu sur scène, je pense que vous l'avez tous vu, hein, pour accuser Hakim Omiri d'antisémitisme. Elle s'est un peu ridiculisée sur scène à dire pourquoi Hakim Omiri serait antisémite, et en fait, bon, voilà, il a fait une réponse... Pardon, il a fait une vidéo de réponse à Hakim Omiri. Je voulais réacter à ça, mais bon, là, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard, et puis j'ai l'impression que la réponse est un... Oui, il la déglingax, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à ajouter, quoi. Hakim Omiri a déjà fait le travail. Voilà, c'est tout. Voilà. Et moi, en fait, ce qui m'énerve là-dedans, c'est ça le problème de la situation aujourd'hui. La seule critique que j'ai à faire à l'égard de Hakim Omiri, mais en même temps, il était obligé, c'est que... Mais c'est même pas à Hakim Omiri de montrer patte blanche, en fait. En fait, c'est un truc de... C'est à elle, là. C'est elle qui doit montrer patte blanche. Et tout, on doit leur donner des explications. T'as des personnes qui militent encore pour Israël, là, qui militent encore, qui sont en train de relativiser ce qui est en train de se passer en Palestine, et c'est nous, on doit leur répondre. Parce qu'ils nous traitent d'antisémites. Mais allez vous faire foutre. Je veux dire, en fait, il faudrait les déconsidérer, parce que se justifier devant ces personnes-là, c'est leur donner une légitimité. Mais non, mais ça dégage, en fait. Ça, ce n'est pas, c'est pas des camarades, ça dégage. C'est bon. Là, je dois montrer patte blanche devant des gens qui quasi soutiennent le génocide. Allez. Mais après, les gens, Hakim Omiri était obligé de le faire. Obligé. Gros soutien, énorme soutien à Hakim Omiri. Hein. Et ça dégage. J'ai demandé aux autres, ils ont fait pareil. On n'aurait pas signé pour pas nous prendre pour des cons non plus. La grande différence, c'est que souvent le quatrième mur restait en partie debout. Même si l'humoriste s'adressait directement à l'audience, il n'y avait pas tellement d'interaction. Le public regardait une œuvre finie qui était sensiblement la même à chaque représentation. Après, le stand-up, c'est beaucoup ça. Faut pas me faire croire que le stand-up, c'est surtout de l'impro. C'est pas vrai. Et même les moments d'improvisation sont préparés. Voilà, même aux États-Unis, tu as ton sketch en tête et après tu te permets 2-3 impôts et des trucs préparés. Tu t'attends un petit peu aux réactions, tu as fait des tests. C'est des trucs. Moi j'aimais beaucoup ça. Et la Tracy faisait ça aussi. Il a préparé son texte et parfois avant de vraiment faire le spectacle en grande scène, il faisait des petites scènes où il testait les blagues. Il le dit après. Oui, voilà. Bon. Bref, je préchote. Basculement, il intervient plutôt au début des années 2000, avec le rodage. Notamment le Jamel Comedy Club. Sous influence directe du stand-up américain, la France découvre une forme d'humour un peu plus radicale. Il n'y a plus de perruques, plus de décors, juste un micro et un mec qui parle en son nom propre. Et je dis un mec... Dans un petit club, un jeune humoriste bien préparé a demandé qui est une burn-out à cause de son travail. Et j'ai dit moi, quand je lui ai dit que j'étais artiste, il a bugué et n'a pas su faire de blagues parce qu'il venait de se rendre compte que son rêve d'artiste n'est pas compatible avec la réalité du travail. J'étais triste pour lui. Il a niqué le spectacle. Mais il a arrêté de faire du stand-up, il est retourné à la chaîne.
Ça a été un moment de rupture pour lui, le pauvre. Non, mais le traumatisme. Tu lui as niqué sa scène en fait. Parce que, évidemment, il y a plein de femmes qui font du stand-up, mais comme plein de pratiques, et notamment par exemple les youtubeurs, c'est un domaine qui est encore aujourd'hui majoritairement dominé par des figures masculines. Et donc, à cette époque, c'est la chute du 4e mur. Le stand-upper discute avec le public. Et cette transition, elle va marquer le passage de l'observation sociale à quelque chose de plus introspectif. Cette approche, elle a été portée par une première génération qui restait d'abord un peu ancrée dans les sketchs de personnages, comme Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, ou ensuite Kev Adams. Et les gens, moi j'aimerais bien faire une vidéo pour réhabiliter les deux. En fait, je trouve qu'on n'est pas gentil avec Gad Elmaleh et Jamel Debbouze, même si c'est des traîtres maintenant, tu vois, surtout Jamel Debbouze, je veux dire, mais je sais pas, moi, Jamel Debbouze, ça restera mon Jamel Debbouze, celui qui m'a fait pleurer de rire. J'aurai toujours un attachement. Je comprends que vous, peut-être que vous avez jamais connu Jamel Debbouze des années 90-2000, mais quel amour j'avais pour lui. Quel amour. Oui, ils ont mal vieilli, c'est tout, quoi. Mais j'ai quand même un attachement pour eux. Je peux pas nier le bonheur qu'ils m'ont communiqué, quoi. Quand tu regardes l'être humain, tu te rends compte qu'ils ont arrêté en plein chantier, c'est n'importe quoi. Hein? Quand je te vois surtout, mais... Non, mais c'est vrai. Je sais pas quelle entreprise s'est occupée de nous, mais ça... Gad Elmaleh, il n'avait pas pompé la plupart de ses vannes à des humoristes américains. Alors, moi, il a pompé des vannes. Après, je pense que ça marchait comme ça aussi à l'époque. Mais surtout, toutes ces vannes ne sont pas que du pompage. Arrêtez de faire croire que tout ce qu'a fait Gad Elmaleh, c'est juste du pompage. Ah, il a pompé, hein. Il a pompé, hein. Mais il n'y a pas que du pompage. Et après, les gens, attendez, 2 secondes. Vous êtes la génération TikTok. C'est-à-dire la génération où, sur TikTok, il y a un sketch et 10 personnes qui refont le sketch et vous êtes tous en train de la liker à chaque fois où t'as tous les influenceurs qui refont le truc et vous venez me dire c'est du pompage. On voit vos productions TikTok là on va voir. Ouais, hein. Oh. Ça va être des stagiaires, les gars, franchement. On paye pas sur TikTok. Mais attendez, les gens qui ont payé pour Gad Elmaleh à l'époque, ils n'ont pas regretté d'avoir passé ce moment-là. Hein. Ils ne le connaissaient pas, le sketch à l'américaine. Ils sont arrivés, ils ont éclaté de rire parce que, ok, ils pompent. Bah, qu'est-ce qu'ils pompent bien? Je suis désolé, sur scène, c'était hilarant. Moi, je ne regrette pas d'avoir loué mes DVD de Gad Elmaleh. Allez, ok, 10 ans après, je découvre qu'il avait copié ça sur les artistes ricains. Et alors? Il y a 10 ans, j'étais mort de rire en voyant les sketchs de Gad Elmaleh. Je pleurais de rire. Oh, non mais on a payé. Allez demander aux gens quand ils sortaient du truc s'ils étaient pas hilars et heureux d'avoir payé. En plus, c'est pas facile les gens la scène, vous êtes fous. Hein. Il y a aussi la prestation. Hein. Mais au fil du temps, cet aspect s'efface au profit de l'introspection conversationnelle, micro à la main. Des lieux comme le Panama Art Café. Moi, je vous avoue, j'ai adoré, et je n'ai aucun regret. En fait, moi, j'ai la déception de me dire, ah ok, c'est pas lui qui avait eu l'idée de ça, mais qu'est-ce que j'ai ri. Qu'est-ce que j'ai ri. Le grand-père au McDo, là, incroyable. Le blond. Voient le jour et vont aider à démocratiser la pratique. D'ailleurs, et puis, vous savez que, alors je crois que c'est Bernard Mabie, c'est ça, non, est-ce que c'est lui? Mais quand c'était sorti ce truc, il avait dit, non mais, est-ce que c'est Bernard Mabie? Je crois que c'est ça, Bernard Mabie, qui était aux Grandes Gueules et tout. Je sais pas s'il est encore vivant, Bernard Mabie. Mais Bernard Mabie, pour ceux qui connaissent pas, c'est une grande figure de l'humour. Alors, c'est pas lui qui faisait les sketchs, mais c'était un gars qui écrivait. Je crois qu'il écrit pour Edith Piaf, non. Comment elle s'appelle là? Je crois qu'il écrivait pour Anne Romanoff. Bref, un gars qui écrit des sketchs et tout, mais à l'ancienne, hein, pour les boomers. Hein. Et il disait, mais faut savoir qu'à l'époque de Coluche, c'était pareil. Hein. Ça pompait. T'allais voir un... Et en plus, en fait, on ne savait pas, parce qu'il n'y avait pas la télé, t'avais des humoristes qui allaient voir d'autres humoristes. Mais c'est pas que j'encourage le vol, c'est que ça... Alors déjà, bon, les gens, vous piratez, donc arrêtez de me dire... Il y a 3 mois, vous étiez en mode, oui, ça, le piratage et tout. Mais juste, ça marche comme ça, bah oui, je suis désolé, mais ça se pompe. Tout le monde se pompe, tac, tac. Tu vas t'inspirer chez un lieur, tu vas prendre des trucs, tu vas... Voilà. Il y a inspi et piratage. Les gens, on fait tous à peu près pareil sur Twitch. On a recopié des blagues. Arrêtez de me faire croire que Gad Elmaleh, ce qu'il a fait, c'est que pomper. Pourquoi alors il n'y a que Gad Elmaleh qui a fait ça? Pourquoi en fait, vous êtes en train de nier le talent qu'il a quand même Gad Elmaleh. Arrêtez. Encore, t'as pas vu le pompage dans les loges. Oui, bon, puis bon, ceux qui écrivent leurs sketchs et tout, voilà quoi. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Bref, moi je vous trouve très dur avec Gad Elmaleh. Voilà. Moi je trouve qu'il a été dans les années 2000, c'était le plus grand humoriste de France. En plus, on oublie les vidéos qu'il a fait avec d'autres gens. Regardez la barre de fer. Allez, la barre de fer. Ça n'a pas été un truc énorme dans notre mois. La barre de fer. Pendant 10 ans, on a rigolé sur la barre de fer.
Arrêtez, arrêtez, la barre à tout faire, arrêtez. En fait, ça m'énerve. Il existe plus cet artiste, il n'existe plus. Ah là là. Et Chouchou, c'est trop bien Chouchou. Moi, j'ai adoré Chouchou. Le film Chouchou, c'est trop émouvant Chouchou. C'est aussi à cette Je finirai la vidéo demain, j'aurai pas le temps de la finir, je la finirai demain. période que des créateurs de contenu qui cartonnent sur internet se lancent dans ce créneau. Mr V, Norman, Hugo. Alain Chabat et Farouja ont grave pompé Wayne's World pour faire la Cité de la Peur et c'est ok. Et c'est logique parce que le stand-up finalement repose sur des bases très proches du podcast d'humour de l'époque. Et les réseaux sociaux vont finir d'amplifier le phénomène. Désormais sur Instagram et TikTok, on voit pulluler des extraits d'humoristes. Et le plus souvent, ce sont moins des extraits de sketchs écrits que des interactions avec le public qui peuvent s'avérer de temps en temps assez gênantes ou voire humiliantes. People in the back, did you guys know that company was going on? Are you guys, I assume you're together? Et alors que des Attends, j'ai pas entendu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris à la scène. Bon, c'est pas grave, j'ai rien compris à la scène, mais après, moi, quand t'en viens à te moquer du public, c'est que t'as plus d'idée de... Tu sais pas faire rire et ton seul truc, c'est de bully quelqu'un, parce que, bon, se moquer de quelqu'un, qu'est-ce que c'est drôle. En plus, quand t'as la... Comment dire? Le... Ah, comment ça s'appelle? La complicité. Oh, putain. La complicité, merci. Oh, la complicité du public et toute la salle décide de se moquer de quelqu'un. Comedy Club ouvre un peu partout. L'approbation. Non, je dirais plutôt la complicité. Genre, c'est vraiment dans l'école, quoi. À l'école, la cour de récré, tout le monde est complice pour se moquer de quelqu'un et ça fait rire. Oh, regardez comment il est gros. Et sa veste, elle est moche. Elle est peut-être même pas moche, hein, mais t'es complice. Tout le monde se met d'accord pour rire de ça. France et que des stand-uppers remplissent des stades, on en revient à la problématique initiale. Se moquer du public, j'ai un flash de Clément. Oui, oui, Club. Oui, Clément, regardez Clément. D'ailleurs, là, j'aime bien parce qu'il revient un peu, Clément et tout. Je suis content pour lui. Ses petites vidéos et tout. J'ai pas encore regardé, mais ça a l'air de bien marcher. La connivence, ouais. Mais là, les concepts sont ultra marrants. Mais voilà, Clément, quand il était sur scène, ça marchait pas de ouf, et c'est normal, hein, c'est très dur d'être sur scène et tout, et comme il était un peu gêné que ça marchait pas de ouf, et que c'est compliqué d'être sur scène. D'ailleurs, j'en ai parlé avec des gens, genre Jamil Le Schlag a dit, oui, un de ses moyens, ça a été de s'en prendre à quelqu'un du public, quoi, et c'est normal. Est-ce qu'on est face à la naissance d'un nouveau rite d'humiliation, ou est-ce que finalement, il s'agit simplement d'un des mécanismes essentiels du stand-up? En parlant de stand-up, mon frère est lui-même stand-upper, et on a un podcast ensemble. Allez surtout voir sur podcast, sur ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, il y a toutes mes émissions. Les Talkie Oui Oui, les Oui Oui Non Non, les Blablablibli, tous ces entretiens et tout. C'est sur les podcasts. Allez les voir, s'il vous plaît. Allez les voir et mettez des étoiles quand ça marche. Et si vous avez bien aimé, vous mettez des étoiles. Tout d'abord, le crowdwork est parfaitement adapté aux plateformes de contenu court. En effet, contrairement à une blague plus traditionnelle, qui nécessite souvent d'installer une situation pour ensuite la disrupter, ici, il n'y a pas besoin de contexte. Le fait de s'adresser à l'audience est... Oui, en fait, c'est ça qui m'énerve. T'as un côté... Voilà, allez, direct. Tu fais quoi dans la vie? Éboueur. est le point de départ. On n'a pas besoin de savoir de quoi l'humoriste parlait, etc. Pour être un peu plus concret, voici un extrait que Paul Mirabel a publié sur Instagram, issu d'un passage. Comment, quand tu sais qu'un comique va humilier quelqu'un du public, tu vas à son spectacle? Mais t'as des gens, c'est leur humour, ça. T'as des gens, humilier quelqu'un, ça les fait ultra rire. Ah non, et t'en as même ils veulent en faire partie. Hein. Sur les livreurs Amazon. Après attention, hein, je dis pas que je suis la personne la plus normale qui existe sur Terre. Mais j'ai fait une rencontre qui m'a particulièrement marqué, là, vous allez comprendre, avec un livreur Amazon. Il m'a envoyé un message très particulier, ce monsieur. Il m'a envoyé, je suis en bas, tu descends. Moi, il me fait pas rire, Paul Mirabel. En fait, je trouve que ça tourne en rond, son personnage. Je sais pas comment il va réussir à se recycler. J'espère qu'il va se recycler, mais en fait, il y en a marre, c'est bon. En fait, on a compris le principe, quoi. Fais autre chose, je sais pas. Mais ça doit être horrible. En fait, ce qui est très dur, c'est quand tu fais un personnage et tu te fais connaître à travers ce personnage, et c'est là où tu as eu du succès, créer autre chose, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Hein. Il a jamais été drôle. Non, les gens, vous êtes très... C'est fou comment vous êtes dur. Ah là 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 là. Non, c'est pas vrai. Moi, je sais que quand j'ai découvert son truc, ça m'a fait marrer. Tu sais, le petit blanc victimaire, bon, il y a 2-3 fois, ça m'a fait marrer. Le premier sketch, quand tu le découvres, il y a un truc un peu rigolo. Mais t'es en mode, bon, rouillard, oui, voilà, le truc rouillard, voilà. Et bon, ça peut vite tourner en rond, quoi. On a vite compris le truc. Mais là où il a été le plus nul, c'est dans Kiri sort, là. Oh, là, dans LOL, Kiri sort. Mais il est pas drôle, quoi. Il a gagné, il était en finale juste parce qu'il rigole pas, lui. Le premier rire du public intervient au bout de 15 secondes. Alors, ça peut paraître court, mais pour rappel, sur TikTok et Instagram, en moyenne, les gens restent 3-4 secondes avant de swiper. Et surtout... Ah ouais, 3-4 secondes, attendez. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, faut accrocher direct, quoi. Hein. On peut comparer avec cet extrait d'Ilyes Jadel, qui est, lui, du crowdwork. Après, LOL, il n'y a rien de drôle, je trouve. Ah non, mais
arrêtez, stop. Le LOL avec Pierre Ninet et comment il s'appelle, Cohen, comment elle s'appelle aussi, lui c'était le plus drôle. Pierre Ninet, Cohen, comment elle s'appelle la meuf, oui parce que vous êtes c'est pas vrai, Pierre Ninet, je sais pas, ouais il y avait Laura Felpin, Adèle, oui Adèle, mais même moi je parle à la rebeu là, oui Doudouda avec son, oui Ninet l'astronaute, Leila Bekti, allez voir le LOL avec, il y a aussi François Damiens et tout. Leila Bekti qui fait Doudouda, le comique de répétition et tout, c'est pas vrai. Venez pas me dire que c'est pas drôle. C'est arrêté. Pour de l'impro, Pierre Ninet en impro, les gens, c'est une folie. Le mercredi, je vais à la piscine. Le samedi, j'offre des chips aux amis. Un petit goûter et c'est reparti. Alors pourquoi pas se dire Oustiti. Trop fort. Pierre Ninet, trop fort. Je vous le dis. Moi, je signe Pierre Ninet avec Ella Tracy parmi les meilleures personnes en impro. Vous savez quoi, on va finir sur cet énervement, on reprendra demain. Peut-être que je me suis un peu tendu hier, non? On était un peu tendu sur l'humour, parce que l'humour c'est quand même très subjectif. Je sais pas, j'ai décroché en étant énervé, j'avais l'impression d'être énervé contre vous hier, ou sur YouTube il y a quelques secondes. Mais j'ai l'impression qu'il y a une grande subjectivité sur l'humour. Ça nous blesse qu'il y a des choses qu'on trouve drôles et que les gens ne trouvent pas drôles, mais c'est bizarre ça d'ailleurs. C'est quelque chose de très social l'humour, le rire. Parce que tu sais, c'est un peu... En fait, il faut que t'aies le mood aussi. Il faut que t'aies le mood de rigoler, mais tu sais, on connaît tous cette scène. Ouais, je fais un stand-up. La scène où on est en train de regarder un truc drôle sur TikTok, là, sur notre portable, sur Instagram, et on rigole comme ça, et on veut montrer à la personne à côté, ou viens voir, et la personne à côté en mode... Ok. Et toi, t'es vexé. T'es vexé que la personne ait pas ri. Mais elle est pas dans le mood. Elle est pas... Déjà, c'est peut-être pas son humour. Elle a peut-être pas envie de rire. Et puis, c'est dur quand même. En fait, ce qui est difficile dans l'humour, c'est de dire je vais vous faire rire. Vous êtes prêts? Ah voilà, là, t'as des attentes. Si tu me fais pas rire, c'est une catastrophe. Bref, on va terminer la vidéo. On regardait une vidéo sur pourquoi les humoristes humilient. Mais moi, je vais vous dire un truc, les gens. Moi, il y a quelqu'un qui me fait mourir de rire, qui me fait pleurer de rire. Et je l'assume. C'est Dubosc. Ah, putain. Ah, Dubosc. Je suis désolé, très fort sur scène aussi Dubosc, très fort. Il a une capacité Tranier, bah oui c'est très drôle Tranier. Objet Wissam, faut qu'on regarde Kev Adams. Oui apparemment Kev Adams, alors je tiendrai à signaler, alors petite parenthèse, je sais pas si vous avez vu, mais Kev Adams a fait un sketch aux États-Unis dans Incroyable Talent, une grosse émission aux États-Unis, et apparemment il a fait un succès de ouf. Genre tout le monde en parle, genre c'était très bien. Avant qu'on vienne là-dessus, je voudrais juste signaler quelque chose et tout le monde s'est moqué de moi. Tout le monde s'est moqué de moi dans l'émission de Hakim Omiri quand j'ai dit que Kev Adams il est en train de se relancer. Je l'ai dit. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. J'ai dit les gars, Kev Adams, il est malin, il a une stratégie maline. Il revient, je le trouve. Ça c'est pas mon truc d'humour, mais je vous jure que il s'est rendu sympathique. Il s'est rendu sympathique. Et là, apparemment, son sketch aux États-Unis a l'air excellent. Bah, en tout cas, les gens ont rigolé. J'ai pas encore regardé son sketch. On le regardera peut-être vendredi si vous voulez. Mais en vrai, je comprends pas la haine des gens envers Kev Adams là maintenant. Moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'il a l'air d'avoir appris de ses erreurs, d'évoluer un petit peu, d'améliorer son humour. Moi, j'ai vu, il avait fait une vidéo react à ses films et tout. Il est assez transparent sur les films. Ils sont ah ouais, c'est vrai que c'était pas drôle et tout. Donc, faudra voir que le sketch. Je verrai le sketch. Je sais pas. Peut-être qu'il est devenu meilleur. Hein. Les gens, il y a des c'est possible qu'il s'améliore Kev Adams. Donc j'ai pas encore regardé. Vous l'avez vu vous? T'aurais dû miser sur un billet sur BetClick. Soda plus les clips gênants. Non, mais qui l'a vu? Qui a vu le sketch? Le sketch est plutôt bien en vrai. Après, je trouve que les gens sont trop matrixés par la haine qu'ils ont envers. Je trouve qu'il n'y a pas d'objectivité sur. Des gens manquent de d'objectivité pardon sur Kev Adams. Genre on le voit toujours comme l'adolescent de Soda insupportable et tout. Peut-être qu'il a évolué. Il faut voir. Moi je regarderai son sketch et je vous dirai. Voilà, moi j'ai pas de haine comme... Il m'a jamais fait rire, mais je l'ai jamais détesté en fait. Vraiment, je l'ai jamais détesté. Juste, il me faisait pas rire quoi. Voilà, les gens qui disent qu'il y a que Dieudonné ou Ella Tracy, il faut pas, voilà. Il est très bien le sketch. Moi, tout ce que j'ai vu de lui, c'était éclataxe, mais de manière choquante. Oui, non, mais après, moi, ces films et tout, je n'ai pas aimé. Voilà, je trouve... Je ne suis pas fan de Kev Adams. Bref, on verra. On fera peut-être vendredi le sketch de Kev Adams, mais moi, l'humour, rien que l'humour, tout pour l'humour, ok. Je suis prêt à rire sur des fachos. Je suis prêt à rire à des blagues de facho, pourquoi je rirais pas à des blagues de Kev Adams? En vrai, si elle est drôle, c'est tout. Merci le Rassacha, merci. La fois que j'ai entendu parler de lui, c'était pour ses sketchs sur les Asiatiques façon Michel Leb. Oui, mais c'était il y a 5-6 ans ça. Moi, c'est bon, j'avais pré-shot qu'il allait se relancer et que là, il est dans une bonne stratégie. Voilà, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Je dirais rien.
rien, c'est tout. Vous êtes trop méchants avec moi. Au-delà d'avoir utilisé une accroche, dans les 15 premières secondes, on a déjà 3 rires de la salle. Parce que y a aucune base à poser. L'autre avantage indéniable, c'est que ça ne spoile rien. La blague de Paul Mirabel sur les livreurs Amazon peut faire rire quelqu'un sur Instagram et le pousser à venir le voir en spectacle. Mais une fois sur place, ça sera exactement la même vanne. Et vu que l'humour repose aussi en partie sur la surprise, ça risque d'atténuer l'appréciation. C'est le fameux problème des comédies qui mettent toutes leurs meilleures blagues dans la bande-annonce. Alors que l'extrait d'Iliès, lui, il est unique et inédit. Il démontre que son spectacle est drôle sans pour autant révéler quoi que ce soit du contenu. C'est pour ça que les humoristes privilégient. Ok, je viens de voir Kev Adams en vrai de vrai. Je suis pas fan de Kev Adams et je trouve que c'est très bien rythmé. Il est plus rapide qu'en français. Mais vous savez qu'il y a des humoristes qui disent que l'anglais, c'est beaucoup plus facile à manier, c'est beaucoup plus poétique pour faire de l'humour que le français. Et je commence à être de plus en plus convaincu qu'il y a quand même aussi un truc sur le rythme en anglais, d'avoir un rythme en anglais qui est beaucoup plus rapide, agressif et tout, que c'est plus compliqué en français. Et moi, je connais pas assez, donc je pourrais pas dire. Mais je commence à me dire que c'est peut-être vrai. De publier du crowdwork en ligne. Et en fait, c'est un changement majeur pour le milieu. Auparavant, les stand-uppers, en particulier aux États-Unis, réservaient leurs meilleures vannes pour un seul gros passage télévisé. C'était plutôt une culture de la rareté. Désormais, c'est l'inverse. Il y a une injonction à être omniprésent sur les plateformes. Le nombre de followers est devenu un indicateur pour être programmé dans les salles, et donc faire des clips de crowdwork est une solution de facilité. Cette pratique, elle est devenue tellement importante et stratégique qu'aux États-Unis, le comédien Todd Barry, qui a lui-même fait une tournée avec un show 100% crowdwork, a dénoncé certains collègues qui, selon lui, truqueraient les interactions en les planifiant à l'avance. Ce qui vient alors complètement casser ce que vient chercher le public. Ça, moi, je suis persuadé que, de toute façon, tu le répètes 150 fois aussi, mais je suis sûr que parfois, t'as des gens dans le public, c'est un peu les complices, quoi. Sûr et certain. À savoir l'authenticité. Mais bon, on y reviendra. Maintenant, la question à laquelle il faut répondre, c'est comment ce crowdwork peut être perçu par une partie du public comme un rituel d'humiliation. Et pour ça, je vous propose d'analyser 2 passages de Redouane Bougueraba. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste et acteur. Moi, je vous avoue que je suis pas fan de Redouane Bougueraba. En fait, j'ai un peu du mal dès que ça commence à être trop vulgaire. Ça, c'est... Il y a pas de problème. Parfois, un petit fils de pute, ça me fait rire. Mais... En fait, je trouve que ça se passe trop sur l'outrance de la vulgarité. C'est ça qui me dérange parfois chez La Tracy, mais ça, c'est subjectif. Ça veut pas dire qu'il est mauvais. Les gens, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas parce qu'il est vulgaire qu'il est mauvais. C'est que moi, ça me plaît moins parce qu'il y a de la vulgarité. Mais je sais que ça, c'est pas un critère objectif, Mais moi, c'est... Okay. Et La Tracy est rincée, tu peux le dire, toi t'es complètement taré. Alors là c'est la vie le plus pourri que j'ai entendu de ma vie. Et La Tracy rincée dans le stand-up. Marseillais qui s'est en partie fait connaître pour ses interactions très agressives avec le public. Et il cartonne grâce à ça, au point d'être aujourd'hui un des comiques les plus populaires de France. J'ai pris quasiment les 2 derniers... regardez. On va pas reparler de ça, mais à LOL, j'ai vu l'émission, elle était nulle à chier cette saison. Il y avait Bougueraba, il y avait Jean-Pascal Zadi, et Bougueraba dans LOL, y a rien, quoi. C'est pas drôle. C'est juste des trucs sur ta mère avec Zadi, quoi. J'étais... Extraits de son Instagram. Voici le premier. Bonjour monsieur. Madame. Ah putain. Moi je vais aller, Non monsieur. J'ai la lumière dans le visage, excusez-moi. Là, en réalité, on est dans une situation assez classique. L'humoriste se trompe en disant monsieur à la place de madame, ce qui crée l'incongruité et donc déclenche le rire. Il y a pas mal d'exemples similaires. Par exemple, si jamais la personne est accompagnée, le comédien peut demander si c'est sa sœur, alors qu'en fait c'est sa copine, ou ce genre de gag. Mais là, pour le coup, Redouane ne s'arrête pas uniquement à la gêne de la première interaction et va au contraire tirer un peu le fil. On sait plus qui, non. Alors oui, j'ai madame, monsieur, non, je suis une table Ikea. Non, c'est... Aucune imagination, c'est pas possible. En fait, ils imaginent juste un nouveau truc à la fois. Non, je suis un barbecue. Non, je suis un stylo. Non, je suis une chaise. Tu sais. Comment vous appelez? Lily, t'es venue avec qui? Tout seul, super. Tu t'es dit, on va se faire l'aventure. J'ai fait une petite erreur. Je vais me rattraper tout à l'heure. Ce serait la... Il fait là ce qui semble... Ok. Moi, je ne suis pas fan. Voilà. Je suis pas fan de ce gars. Je vous le dis. C'est... Ah, je vais te sucer la bite. Ça, en plus, c'est quand t'as pas trop d'imagination, tu vas sur le cul et la vulgarité. Moi, je sais, j'ai fait de l'impro. Et quand t'es un peu en galère en impro, tu te dis que ton refuge, c'est la vulgarité, le cul. Ta bite. Il a des bites. Être une blague sur l'étrange genre, vous savez le fameux je suis un hélicoptère de combat. Et d'ailleurs, il demande à la personne si elle est venue seule. C'est évidemment pas anodin, comme je vous l'ai
l'avais dit, c'est un levier ultra populaire pour renforcer l'interaction. Bon, là en l'occurrence, le problème, c'est qu'elle est venue seule, donc la piste tombe à l'eau. Mais alors, comment Redouane s'y prend pour faire en sorte que cet extrait ne ressemble pas juste à lui qui se moque d'une personne dans l'audience? Déjà, il va régulièrement rire de lui-même. Contrairement à l'humoriste qu'on a vu. Oui, c'est vrai que Redouane, il est moins dans l'humiliation de la personne, quoi. C'est bon, il y a des insultes, mais c'est vrai qu'il essaye pas. Je pense qu'il a plus d'empathie que l'autre fils de pute qu'on a vu en début de vidéo. Hein. En introduction, qui restait très sérieux, ça va lui permettre de désamorcer un peu la situation. Et cet extrait, il montre aussi que le crowd work. Voilà, les matchs d'impro, ça peut vite se transformer en ça, très vite cringe. Après, les gens, faut aller voir les trucs d'impro, c'est hilarant. Par contre, il y a le risque. Il y a le risque que les gars en impro soient pas très bons. Et c'est galère. C'est fou. Toute la salle galère, quoi. Après, le public, généralement, est très gentil. Tu applaudis et tout. Mais les bons... Mais je sais pas si vous avez vu la dernière truc de Squeezie avec Théodora. Je sais pas si c'est la dernière, mais Théodora, mais t'avais une troupe d'impro. Et ils sont excellents. Hein. Ils sont excellents. Vraiment, les bons, les gars, je dis en général, les meufs et les gars qui gèrent super bien l'impro. Je crois que c'est les meilleurs spectacles que j'ai vus. Et celui que j'ai préféré, moi, c'est pas les matchs d'impro que je préfère de ouf. C'est trop dur l'impro, ça doit être un cauchemar. Ouais, non, mais c'est... En fait, l'impro, le problème, les gens, c'est que faut que tu connaisses les autres personnes avec toi. Voilà. Faut que tu aies faut que tu saches comment l'autre personne fonctionne, que tu connaisses un peu ses registres, tu connais qui c'est qui va l'idée, qui c'est qui verra ce personnage, être à l'écoute et tout. Ouais, ça se travaille. Non, mais c'est un truc collectif, hein. Mais moi, si vous voulez pas voir des matchs d'impro, il y a un truc que moi j'adore, c'est les spectacles d'impro. Et donc, c'est pas deux équipes qui s'affrontent, c'est vraiment une troupe d'impro qui est là sur scène et qui, avant de faire un sketch, c'est le public qui décide du thème. Vas-y, un lieu, un adjectif, un problème, un personnage, et paf, allez, c'est parti, et ils font une scène. Et ça, moi, j'adore ça. Ça, c'est les meilleurs trucs, c'est les trucs les plus drôles. Tu peux aller dans des délires, mais là aussi, il faut connaître des gens, faut connaître des troupes qui sont bonnes, quoi. C'est compliqué. J'ai fait une fois, c'est trop bien. Bah oui, c'est trop marrant. Gad Elmaleh, il avait fait ça à la fin d'un de ses spectacles à l'ancienne. Mais c'est là que tu vois les génies de l'humour, en fait. Les génies de l'humour, c'est-à-dire que paf, allez, on y va, let's go. Et ça veut pas dire que tout est improvisé totalement. Bien sûr qu'ils se reposent aussi sur des trucs qu'ils ont déjà testés, qu'ils se disent ça c'est drôle et tout. Mais je veux dire, c'est fort, hein. J'ai eu la chance de voir ça en Belgique et j'ai trop aimé. Bah oui, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. En plus, t'as l'interaction avec le public et tout. Et t'as des private jokes. C'est-à-dire, souvent, par exemple, 2 sketchs après, tu refais un personnage que tu avais déjà fait il y a 2 sketchs avant. Ouais, il y a des trucs trop bien, quoi. C'est vraiment trop bien. Hot Tech, c'est les quartiers qui produisent des bons humoristes en France. On grandit en se clashant tout le temps, raconter des histoires. Mais ça, on en avait parlé, Florian, avec Desnouettes. Et Desnouettes qui disait que c'est pas seulement dans les quartiers, mais même dans la culture populaire, dans les classes populaires, t'as beaucoup plus cette culture du clash. Voilà, tu te clashes entre potes et tout, ça fait partie. Et même, faut que tu t'en sortes. Si il faut développer un truc d'autodéfense et tu dois aussi clasher l'autre, tu vois. Et t'as pas mal de gens mais c'est aussi sur le capital guerrier, il en parle, Sauvadet, c'est que t'as des gars dans les quartiers, ils ont pas un capital physique très important. Mais la manière de se défendre, c'est d'être le clasher. C'est-à-dire, les gens, faut pas leur chercher la merde parce que bon... Voilà. On n'a pas forcément besoin de blagues pour fonctionner. Dans l'extrait en question, il n'y a pas vraiment d'ingénierie à ce niveau-là. Tout repose sur l'asymétrie d'information entre l'humoriste et la personne du public, et donc l'interaction qui en découle. C'est cette espèce de stress, cette espèce de tension qui va déclencher le rire, bien plus qu'un jeu de mots bien senti ou qu'une observation un peu fine. Le second extrait est aussi intéressant parce qu'il repose sur le même principe. Mets-toi debout, il faut qu'il te voit les gens, parce que non, mais Carlos, il est là. C'est vrai que après je pense que c'est une rêve que n'ont pas les jeunes, mais effectivement c'est Carlos, oui. Cette fois, il prend à part un homme qui se lève et qui est d'ailleurs filmé. Pareil, ça a son importance. Il fait de nouveau une blague sur le sexe qu'il compare à des fruits, puis il lui demande son travail. T'as vu les tiennes? Ouais, je les ai pas vu, frérot, j'ai mis plutôt ce boom compressé depuis tout à l'heure. Une corbeille de fruits, il est là, je vois tout. Tu fais quoi dans la vie, frérot? Pâtissier, bah ça se voit. Tu fais pas des trompe-l'œil, tu te fais une mangue, tu crois que c'est une mangue, tu te dis oui, 40 €, mais pourquoi? C'est un trompe-l'œil. Encore une fois, c'est un levier classique. Ça va, il y a pire que ces vannes-là. Du crowd work. Le prénom, le travail, et ce qu'il... Mais les gens, c'est pas que ça, rassurez-moi. Il a quand même des sketchs. Je veux dire, il a quand même des... Il fait pas ça pendant H24. C'est... Non, j'y crois pas. Mais ça doit être... Allez, Non, mais me dites pas que c'est tout le spectacle, c'est ça? Si. Putain. Il est venu seul. Et en fait, c'est un levier à 2 niveaux. Déjà, sur la manière dont la personne va répondre. On l'a vu avec Ilyes Jadel, si la personne a une voix étrange, si elle est stressée, si elle hésite, ça va donner de la matière pour rebondir. Et ensuite, un levier sur le fond de la réponse. En l'occurrence... Ah si, en général, c'est un trop casse-mythe pour avoir des trucs
pour les réseaux, mais lui, je sais pas. Ok. Non, il a aussi des sketchs, mais ils sont pas filmés. Bah oui, j'imagine. Hein. Pâtissier qui va permettre à Redouane d'enchaîner sur une blague sur les trompe-l'œil et les pâtissiers tunisiens. Et on est là quasiment face à un travail de mentalisme. Dans le documentaire Comédienne qui suit notamment Jerry Seinfeld, on voit le comédien Orny Adams qui prépare ses passages sur scène. Et il montre notamment un classeur avec des blagues rangées par catégorie de sujets. Un humoriste qui fait du crowdwork fonctionne souvent de la même manière, avec des blagues prédéfinies. Et en fait, du coup, il va tenter d'orienter la personne avec qui il interagit pour pouvoir les placer naturellement. Par exemple, s'il lui demande d'où elle vient et qu'elle lui répond qu'elle est belge, et bah probablement que dans son artillerie, il a des blagues sur la Belgique ou autour des Belges, et du coup, il va pouvoir les placer à ce moment-là. Et c'est pour ça que je parle quasiment de mentalisme, parce que l'idée, ça va être d'influencer très discrètement la personne dans l'interaction. Mais il a fait le Vélodrome, comment il fait du crowdwork? Il y a trop de monde. Ben ouais, le Vélodrome, comment ça s'est passé? Mais j'imagine qu'il a fait... J'ai pas vu le truc au Vélodrome. Ouais, c'est... Mais apparemment, c'était pas ouf, hein. Je sais que les gens ont été plutôt déçus de son spectacle. Mais moi, ma théorie, c'est que beaucoup de gens n'ont jamais vu son spectacle entier, ils l'ont découvert là. Il a fait la première ligne. Ok. C'est pas là où il y a eu Jules qui est arrivé en scooter, où je rêve en scooter. Pour l'emmener là où elle le souhaite. Et donc à ce moment-là, Redouane, comme tous les humoristes, il est dans une position de funambule. En étant sur scène, il est de fait dans une position de domination structurelle qu'il va constamment désamorcer par une forme de boucle de rétroaction immédiate. Il va créer une véritable interaction. Et du coup, c'est ça qui va transformer ce qui pourrait être une humiliation potentielle en une transgression quasi bon enfant, et surtout partagée et co-construite. Et dans ce moment-là, le rire, il va encore une fois pas naître d'une épiphanie intellectuelle, mais plutôt d'une décharge purement nerveuse. On rit pour libérer l'attention d'une norme sociale que l'on voit se briser en direct sous nos yeux. Et donc, le stand-up, cet art qui est né dans la marginalité des bas-fonds, a quasiment muté en un rituel sacrificiel consenti. Le public... D'ailleurs, vous avez vu, les gens aussi sur le... Ils essayent de... En France, on essaye de faire venir le roast. Il y a eu l'émission Netflix, là, où t'as des humoristes qui clashent des footballeurs. T'as les footballeurs de 98 et les footballeurs de 2014, je crois, ou 2018. Non, 2018. Les footballeurs de 2018. Vous avez regardé ou pas? Moi, j'ai juste vu des extraits de Walidia, c'est ça, avec Franck Leboeuf. Après, je sais pas. Faudrait que je regarde avant de... Du monde Argent est beaucoup mieux. El Atrassi, c'est le meilleur. Arrêtez avec ça. Est-ce qu'on peut avoir une discussion sans qu'au bout de 5 minutes... Non mais Dieudonné, c'est le meilleur. Non mais c'est le meilleur, Dieudonné. Il faut découvrir d'autres choses, les gens. Arrêtez. Je dis oui, mais allez voir d'autres choses. Le monde est vaste. Et même si en France vous dit que lui c'est le meilleur, allez voir aux États-Unis. Aux États-Unis, t'as des gens bien au-dessus de El Atrassi. Et il sera même pas vexé que je dise ça. Je veux dire, non, c'est une compétition sportive apparemment. Qui a déjà vu El Atrassi ces 5 dernières années? Moi, je suis allé le voir en spectacle l'année dernière. Tu connais Sophia Aram? Après, moi j'aime bien les... Vous savez que moi, il y a des humours. En fait, t'as aussi, je trouve, t'as différents plaisirs dans l'humour. C'est-à-dire que t'as les humoristes où tu vas et tu vas être mort de rire. Et t'as les humoristes aussi où tu te dis, juste, j'aime bien écouter, ça m'arrache un sourire. Genre, j'aime bien le... Et pour moi, l'exemple parfait de ça, c'est Chevalier Las Palais. Chevalier Las Palais, je vais regarder parfois des sketchs et je sais que je vais pas rire de fou. Mais en fond, voilà, j'aime bien. Ça me fait marrer, ça me fait sourire, quoi. Je suis content d'écouter ça, quoi. T'as les humoristes genre puzzle, genre Bedos aussi. Oui, à l'ancienne, quoi. Fraissinet, ouais, moi aussi, Fraissinet. Je l'écoute en souriant, j'aime bien, oui. Hakim Omiri, ça me fait sourire aussi, c'est cool. Oui, mais c'est un petit plaisir comme ça, c'est un plaisir différent. Mais tu sais, c'est comme ça, c'est les boomers. Je pense que les boomers comprennent. C'est les trucs des grosses têtes. Les grosses têtes, c'était pas mort de rire. C'est ton truc à côté, tu écoutes et ça te fait marrer. Il y a 2-3 vannes, t'es... Il est con, lui. Voilà. Premier degré, en ce moment, je tombe sur des clowns sur TikTok et ils me butent. Ah, les gens, je veux faire un stream des découvertes TikTok. J'ai découvert une série sur TikTok. C'est trop bien. Je vais vous dire le nom. Vous me dites si vous connaissez et on découvrira ça la semaine prochaine. Mais cette petite série, c'est pas drôle, hein. Ça s'appelle... je vais vous dire... Il est où, ce pute? Mais ouais, putain, j'en ai liké. Dessin nul animé. Ça, là. C'est trop bien. C'est ma pépite de TikTok. On en reparlera, mais j'adore. C'est trop bien, les gens. Bah, on fera ça, on regardera ensemble. Parce que c'est mon kiff en ce moment. Je regarde ces trucs, j'aime trop. Bah oui, c'est trop bien, trop bien. De la frappe, trop bien rythmée, de fou. Oui, c'est marrant. Oui, et en plus, je veux dire, il y a une atmosphère, les textes et tout, j'adore. Mais on en rediscute. C'est le mec qui parle de Bédave. Oui, c'est trop bien. Bien, moins pour admirer une œuvre terminée, mais au contraire pour éprouver la friction du réel, parfois par procuration. Et surtout, pour y prendre part, peut-être même un peu trop.
Oula. Voilà. Ouh Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, mais cette vidéo est autoproduite, donc si vous voulez me soutenir, participez en commentaire, dites-moi vous ce que vous pensez du crowdwork et même du stand-up. Moi ce que je pense, c'est surtout que ta déco, elle pue la merde. Tu as plus de 14 ans, tu m'enlèves cette déco là, c'est pas possible. Tu ne peux pas continuer à avoir Avengers, à avoir tes petits trucs Spider-Man et tout. Je suis désolé là, moi ça m'énerve. On dirait pas la part de, comment il s'appelle l'autre fou là, qui est dans la furie là, comment il s'appelle? Astérion. Voilà, pour moi c'est Astérion Corps. Pourquoi on juge certains passages comme des humiliations, là où les participants eux-mêmes en sont contents et passent un bon moment, il faut se replonger dans la nature même du stand-up. Un show de stand-up, comme je l'ai dit, est pas un spectacle qu'on consomme passivement. Au contraire, c'est plutôt une forme de négociation permanente dont le public est co-auteur. Et ça commence dès le dispositif. La meuf d'Astérion est propale et poil les filles. Ah bon? Bah en fait c'est tant mieux parce que ça doit être tellement un canard qui doit devenir propale et poil les filles pour ça je pense. Bah continue la meuf de Astérion, continue. Tout est fait pour créer une intimité. Dans les comedy clubs, le public est très proche physiquement de la scène. La lumière est tamisée et il n'y a souvent pas de fenêtre sur l'extérieur. Alors ça peut prêter à rire sur le côté cave, etc. Mais ça crée aussi par défaut une proximité. Je t'ai craché dessus. C'est le petit cadeau de la maison. En même temps, t'as choisi de mettre là. Tu savais que je serais là. T'es pas surprise. Tu voulais ce supplément. Le sociologue Simon Fritz ajoute également que le mythe... Ça va. Vous êtes beaucoup trop sévère. Vous êtes beaucoup trop sévère avec Kev Adams. Ça sera mon combat. Et ça m'amuse d'autant plus qu'il me fait pas rire. Ah, ça va, les gens, arrêtez, il y a qu'elle soit pire. Micro joue une place centrale dans la construction d'une intimité, en permettant de capturer le murmure, le souffle, l'hésitation. Il a imposé un registre conversationnel qui va évacuer la mise à distance qui est propre au théâtre classique où les acteurs déclament leur texte. L'humoriste, il a pas besoin de crier ou de porter la voix. Il peut nous parler comme si on était à côté de lui, exactement comme je suis en train de le faire dans cette vidéo. Et donc, le crowdwork, à savoir l'adresse directe au public, n'est qu'une conséquence. Bigard, après, désolé, Bigard. Moi, c'est pas mon humour, mais Bigard, monstre de la scène. Monstre, les gens, gros beauf, vulgaire et tout, mais un monstre de la scène. Je suis désolé, c'est fou comment il t'occupe le truc pendant... Non mais vraiment, il t'occupe le truc pendant 1 heure et demie. Ah. Après, les gens, vous savez que c'est dur de faire les deux, hein. D'être un... après, c'est pas lui qui a écrit ses sketchs, c'était... comment il s'appelle, Baffy. Baffy a beaucoup écrit les sketchs de Bigard, notamment sur les animaux et tout. Oui, Félag aussi, très bon humoriste, hein. Mais vous savez que c'est bon d'être les deux. Regardez, Bigard, Baffy, je le trouve pas très bon sur scène. Vraiment, c'est pas ouf. Il est très fort en sniper, il est très fort pour faire très vite de l'impro avec le public. Il faisait ça dans ses spectacles. Avant, il faisait de l'impro avec le public et tout. Sur scène, pas ouf. Alors que Bigard, c'est le contraire. Bigard, sur scène, c'est un génie. Ça doit être chaud de tenir sur scène, mais ça doit être chaud d'être tout... Les gens, c'est la pire angoisse du monde. Je pense qu'il y a peut-être pas plus angoissant dans le monde de l'art que de monter sur scène et dire « je vais vous faire rire ». Parce que si t'es chanteur, tu fais de la musique, au pire, t'as la musique, elle est là, les gens kiffent pas, c'est pas grave, t'es en train de jouer et tout. Tu fais une vanne, il y a un bide... C'est la souffrance, elle est là, quoi. Et c'est pour ça que les blagues qui peuvent... Oui, on en a parlé juste avant à Tchou. être vécues par des attaques pour certains sont souvent au contraire interprétées comme des preuves de familiarité pour les personnes qui sont présentes dans la salle. Et je pense que cette recherche de connexion humaine authentique... Bon, et puis pour peu que ça rigole pas aux 2 premières vannes, l'angoisse, oui, t'arrives, t'as un sketch de 5 minutes. Des 2 premières vannes tombent à l'eau, où t'es en mode là ça va rire, ça rigole pas. C'est pas grave, la prochaine ça rigole pas. T'as encore 4 minutes à tenir. Crois-moi bien que tes 4 minutes, tu les sens. T'es en mode bon, on va finir le truc. Elle est d'autant plus importante dans notre contexte social. Dans une ère qui est saturée de deepfakes, d'IA, de bots, capable de générer des blagues au kilomètre, le stand-up c'est devenu un peu un proof of work anthropologique. Le public vient chercher des preuves de vie et de connexion humaine. Il veut voir un humain galérer, transpirer, oublier son texte, ou au contraire avoir une improvisation magique. Un passage du documentaire Comedian montre comme ça Jerry Seinfeld oublier son texte et être totalement déstabilisé. Tu l'as vécu comment ton flop à la Savoy Night? C'était quoi mon flop à la Savoy Night? C'était lequel? C'était tu parles de quoi? Non mais en vrai peut-être que parce que moi j'ai déjà floppé, hein. Y a pas de souci, moi j'ai aucun problème avec mes flops, mais à la le dernier là, c'était quoi le mini flop? Non, l'Humain FC c'était un flop complet, hein. Non. Moi je suis très au clair avec mes flops, hein, mais quand t'as demandé de répéter un mot avec le public. Ah, Blanc-bec. Le public répète pas Blanc-bec. Oh, ça c'est oui, ça c'est pas un problème, ça, pas très grave. Je me suis dit c'était pas très cool le public. Bah non, mais c'est pas un problème ça, c'est pas... De toute façon ce qui était drôle c'était
comment il s'appelle, Toby sur scène en faisant Jordan Florentin. Et ça suffit. Et ça suffit. Il y a des... Et ça suffit. Et ça suffit. Attendez, mais de quoi vous parlez? Ah, c'est Tondelier! Putain! Ok, je sais, mais quand est-ce que j'ai fait ça? Non, mais après, les gens, le bid fait partie de la vie, hein. Faut accepter les bids, hein. Tu bides. De toute façon, tu vas faire des bids, forcément. Tu vas flopper. C'est dur, c'est le plus dur. Le plus important, c'est de se relever d'un flop. Et c'est compliqué. Tu bides, tu repars, oui. Yeah, all this stuff I've never said before to anyone. It's just thoughts. And as you can see, it's quite painful. J'ai jamais regardé Seinfeld en stand-up, c'est bien ou pas? Moi, il y a la série qui m'a... J'ai pas accroché à la série, je trouve que après c'est trop les années 90. Tellement les années 90, je pense que maintenant c'est un peu dépassé. Mais j'ai jamais regardé ces stand-up, je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Parce que je sais que c'est une grande figure, hein. Ah, mais Frinoubistan, je pense que je serais né dans les années 80, ça ferait partie de mes séries préférées, Seinfeld, hein. Mais là, maintenant, la série c'était bien marrant de ce que j'ai vu. Moi, il y a le personnage un peu dégarni que j'adore. Ça, c'est... Regarde la série Curb Your Enthusiasm, oui, ça me ferait rire. J'ai regardé 2-3 épisodes, ça me ferait rire, ça. Oui, Larry David, bah oui. Mais vous savez que c'est une grande influence de Eric Judor, hein, Larry David. Larry David, c'est grande influence de Eric Judor. Et Platane, c'est full inspiré de Curb Your Enthusiasm et de Larry David. Et tu le sens, en fait, dans tout le truc du personnage un peu pathétique. Ouais, ça vaut pas un Dupont tuto. Surcoté de fou le stand-up de Seinfeld, mais assez lisse, du coup, ça a marché à fond. Ok. Platane, ça ressemble beaucoup à Curb. Ouais, c'est normal, hein. Mais c'est gentil, Loulou. Mais non, mais alors, Loulou, ne t'inquiète pas, tu n'as pas du tout à me rassurer, ne t'inquiète pas. Si jamais tu penses que t'as été trop méchant, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je vis très bien tout ça. Moi, quand il y a des beats, il y a des beats. Quand il n'y a pas de beats, il n'y a pas de beats. T'inquiète pas. Dans les autres disciplines. Judor, il me fait sourire, mais rarement rire. Quoi? Judor, juste il parle, je meurs de rire. Voilà, simple. Eric, c'est tout. Non, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Eric Judor, juste il est là avec le voix devant moi. Je pense, j'éclate de rire. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas à aller plus loin. Ça serait quelque chose qu'on tente de cacher à tout prix. Dans le stand-up, ironiquement, ces moments de vulnérabilité sont aussi des instants qui vont renforcer l'authenticité perçue. La preuve que rien n'est vraiment préenregistré. Que tout peut se passer comme dans une discussion. On perd le fil de ce qu'on voulait dire. Et à partir de ce moment-là, l'insulte ou la vanne sur le métier, c'est plus une reconnaissance identitaire qu'une agression. L'humoriste vous a vu, il a réagi à votre présence. Dans un monde de flux numériques anonymes, être la cible d'un roast, c'est vraiment une validation de... Oui, mais ça c'est tellement vrai. Veut dire les gens qui veulent se mettre sur le devant de la scène pour pouvoir être visés par l'humoriste, moi je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Mais t'as des gens, et notamment pour la Tracy et tout, t'en as beaucoup. Leur but c'est d'être, je vais être sur les premières places, peut-être qu'il va me clasher. C'est trop chelou ça. Il a insulté ma mère. Oui, pourquoi pas si c'est ton kiff, il faut tout pour faire un monde. Notre existence. Après, selon moi, cette quête d'authenticité à tout prix, elle cache un revers psychologique un peu plus sombre. L'illusion de devenir le personnage principal du produit culturel qu'on consomme. Oui, voilà, exactement. Et j'ai l'impression que c'est un phénomène global, qui touche pas que le stand-up. Mais je trouve qu'on l'observe particulièrement dans ce créneau-là. Comme je l'ai dit, on bascule du statut de spectateur à celui quasiment de partenaire, voire de perturbateur légitime. Et c'est ce qui explique ce spectateur, dont parle un moment Paul Platt dans sa vidéo, qui, après avoir interrompu tout un show, lance un « je t'en prie » à l'humoriste, persuadé de lui avoir donné de la matière, persuadé d'avoir aidé au show. And a couple of months ago, I was doing a show and somebody was heckling me like the entire time, just jumping on punchlines and like talking after every joke, stuff like that. Ah merde, attendez, flemme d'enlever ma caméra. Hein? But after the show, the strangest thing happened. Because this guy came up to me after the show like we were friends and he said you're welcome. He thought he was doing me a favor by giving me something to talk. Donc en gros, il a clashé quelqu'un dans le public et le gars est venu après en mode on est potes de rien, genre. Talk about by giving me an opportunity to do crowd work with him. L'humoriste devient un pote à qui on demande des comptes et avec qui on veut exister à l'écran. Et donc se faire roaster par un humoriste, finalement, c'est un accomplissement parce qu'on apparaît à l'écran, on devient visible aux yeux du monde. C'est triste, hein. Vous êtes comme ça dans le chat? Vous pensez être comme ça? C'est un peu triste. Après, je pense que ça existe, effectivement. Ouais, t'as l'impression qu'on est devenu pote avec l'humoriste et tout. Et... Aïe. Phénomène qui, en plus, n'est pas sans nous rappeler... Poste-nous, Wissam. On va faire ça pour le prochain Zawa Show. Prochain Zawa Show, ça vous intéressera en vrai, un Zawa Show où on est tous avec la Zawa et vous nous roastez. Allez, on va voir qui fait le meilleur roast. En vrai, je vais y réfléchir. Le public, vous préparez ça et vous avez le droit de nous roaster. N'importe qui de la Zawa, on sera là assis et tout. Et lis mon commentaire. Wow.
Oh le Bangé. Et vous serez capable, vous auriez le courage de venir sur scène, hein, de venir sur scène et de roaster, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Je pense qu'on aura peu de candidatures et je comprends parce que wow, comment c'est compliqué. Après, la Tracy, les gens viennent pour ça. Aussi, si tu veux te faire roast, faut pas y aller. Oui. Je trouve que les chats Twitch, c'est un peu ça parfois. Tout le monde qui cherche à attirer l'attention. Oui, bien sûr. Après, dans le truc, je veux dire, pour moi, c'est différent du spectacle. Où le spectacle, pour moi, t'as quand même, tu viens voir quelqu'un sur scène. Voilà. Twitch, t'as le contrat de, tu discutes avec les gens. T'as un truc d'échange. Mais c'est vrai que t'as certains chats, un certain public où le chat veut juste être lu, quoi. Il y a moi le truc de. Après, nous, j'espère qu'on a mis le truc de l'échange, de vous pouvez être pas d'accord avec nous, la discussion. Ouais, je sais pas. Relation des youtubeurs à leur audience, par exemple. Tu arrives sur scène et tu dis à Raz, hey Raz, t'as mangé Dani? Ça me fait rire. Et tu pars, juste ça. Et tu reviens, tu fais, hey Raz, tu veux pas le vomir? Et tu repars. Tu reviens 3 tours après et tout, et tu fais tout autour de ça. Et donc, à force de traquer l'authentique et l'imprévisible à tout prix, pour moi, on perd aussi le goût des œuvres achevées. Parce que derrière la liberté de façade, le stand-up a transformé la spontanéité en une mécanique industrielle, comme l'influence. Le risque, c'est que l'art devienne une simple thérapie collective. On rit plus pour une idée, mais par pur soulagement d'avoir enfin été reconnu dans l'obscurité. Et réduire cette forme d'art à une simple interaction et de reconnaissance entre le public et l'humoriste, c'est passer tout à côté de la dimension d'écriture de blagues, de contexte, de vision sur la société, d'idées à défendre, qui sont pourtant tout aussi... Je suis un peu d'accord avec lui, c'est vrai c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment, je trouve que le roast comme ça, il n'y a plus vraiment d'humoriste un peu subversif, qui a des choses à dire sur la société. Ça serait qui? Alors, enlevons Ella Tracy et Dieudonné, ok? Quel serait pour vous l'humoriste aujourd'hui le plus impertinent et le plus piquant? C'est quoi? C'est Walidia? Ah oui, il y a Radio Nova en vrai, mais ils font pas du stand-up. Ah, Omiri, j'ai pas vu son sketch. Mais ouais, Radio Nova, Dava sur scène, les gens, c'est excellent. Moi, j'adore Dava sur scène. Ils me font pleurer de rire. Omiri. Mais après, oui, t'as même Farid, hein. Farid, c'est vraiment, il y a 2-3 fois, c'est vraiment cool, hein. Moi, j'aime bien, hein. Franjo. Arthur, non. Jérémy Ferrari, j'ai pas beaucoup regardé Jérémy Ferrari. La riposte, c'est trop bien. Ben moi, la riposte, j'ai l'impression que tu rigoles, mais tu n'es pas mort de rire. Mais c'est très drôle, hein. Mais c'est pas un truc de stand-up où t'es aux larmes. Mais j'aime beaucoup, voilà. Pierre-Emmanuel Barré de Nova fait du stand-up. Faudrait que j'aille voir. Moi, les gens, j'avais un truc que j'aimerais bien faire. C'est un peu les vlogs humoristes où je vais voir des spectacles de stand-up avec des restas et je vais les voir après dans les coulisses. C'est genre, premièrement, j'arrive, je vais interroger les gens qui attendent et tout, qui font la queue, qu'est-ce qu'ils aiment là-dedans. Ensuite, on filme 2-3 extraits du spectacle et après, on fait le truc avec l'humoriste, on en parle après, tu vois. J'aimerais bien faire ça. Ouais, behind the scene, quoi. Ouais, exactement. Intuitif du stand-up que ce dont on vient de parler. En tout cas, dites-moi, vous, votre avis sur le crowdwork. Voilà, l'idée de ma vidéo était pas de dire « Oh mon Dieu, c'est horrible le crowdwork, c'est de l'humiliation. » Ok, bon bah c'était sympa et je sais pas si vous connaissez, on va conclure sur ça, mais je sais pas si vous connaissez en humoriste, ils sont très très drôles et tout, moi je pense qu'il faut aller les voir, c'est Ella Tracy et Dieudonné, voilà. Si vous ne connaissez pas, allez voir, apparemment c'est les meilleurs de l'humour. Mieux c'est, alors attends, là, parce que là vous allez les vexer, Mieux c'est pas du stand-up, hein, Mieux, hein. C'est un vrai spectacle vivant, il y a un message, il y a un propos, il y a un travail, avec le corps, il y a un travail avec le silence, il y a un travail avec le public, il y a un travail avec la scène. Chaque geste est millimétré en fait. Vous vous rendez pas compte. Là, on est dans l'art. Okay, on n'est pas dans le lard. On est dans l'art. Voilà. Donc allez voir les spectacles de Mieux et allez voir les humoristes de côté. Allez voir de l'impro. Voilà. Moi j'aurai ma conclusion. Allez voir de l'impro. Si vous aimez le roast, en fait ce qui vous fait rire dans l'interaction avec le public, c'est le côté improvisation. Allez voir de l'impro.